Je me présente, je m'appelle Franck Cutias, je suis proviseur d'une cité scolaire dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Pau, une cité scolaire de 1400 élèves. Et je suis les travaux d'André avec grand intérêt depuis déjà quelques années. Et j'ai le plaisir de rejoindre cette année le groupe de travail. Alors, l'évaluation est au cœur évidemment des préoccupations des familles. Quel parent ne se reconnaît pas dans l'inévitable est-ce que tu as eu des notes aujourd'hui? S'ensuivent alors les compliments, les félicitations ou au contraire les reproches, les récriminations sur le manque de travail, de motivation, sur tel professeur, surtout celui de maths qui note vraiment n'importe comment. Alors l'évaluation devient synonyme de tension, d'angoisse, accroît dans certaines familles la méfiance, voire la défiance envers l'école et ses enseignants. Les personnels de direction sont très attachés à la notion de coéducation. Je rappelle régulièrement à mes équipes et aux futurs parents que les parents d'élèves sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que notre rôle est de les accompagner avec passion, avec bienveillance, dans ce métier impossible d'éducateur. Alors j'ai le plaisir de vous présenter des acteurs essentiels du bon fonctionnement de notre école républicaine. Alors autour de moi, on ne la présente plus, mais je vais le faire quand même. Corinne Thomas-Nicro, professeure de mathématiques en lycée, avec plus de 10 ans d'engagement dans le mouvement contre la constante macabre. Madame Valérie Marty, présidente nationale de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, qui compte aujourd'hui plus de 200 000 adhérents. Monsieur Hervé Jean Le Niger. Non, c'est monsieur Hervé Jean, tout court. Voilà, et monsieur Hervé Jean. Vous êtes le secrétaire général de l'Appel National, association des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui représente à ce jour plus de 900 000 familles adhérentes. Nous n'avons pas la FCPE, je crois. Je n'ai pas vu, monsieur. Voilà. Alors, une première question, si vous le voulez bien. Monsieur le recteur rappelait tout à l'heure que la relation école-famille est parfois compliquée. Alors, les dispositifs d'évaluation qui sont fondés sur la confiance, tels le PCC, changent-ils le regard de l'élève, le regard des parents sur l'enseignement, sur l'école ? Madame Marty. Comme vous l'avez dit, effectivement, l'évaluation, c'est la première des relations qu'a, je dirais, le parent avec l'institution, avec les enseignants. C'est une relation qui est souvent ponctuée d'anxiété et il y a un stress particulier que des parents pour tout ce qui est effectivement la note, ce qui s'ensuit aussi de la note, c'est-à-dire toutes les procédures d'affectation, enfin tout ce qui va avec l'évaluation de l'élève et de son parcours au sein de l'école. Alors ce que propose André Antibi permet aux parents dans un premier temps, et à l'élève surtout, parce que c'est quand même celui qui est au cœur du système, aux parents de mieux comprendre comment se fera l'évaluation, quelles en sont les règles, et un peu de faire en sorte qu'il y ait une véritable transparence sur un sujet qui devient quand même très anxiogène pour les familles. Et souvent, on a très peu l'occasion d'en évoquer, en tout cas d'en discuter avec les enseignants. C'est bien dommage parce que lors d'une réunion de rentrée, qu'un enseignant souvent présente un petit peu le programme de l'année, les projets qu'il peut avoir, il serait aussi important, à notre sens, qu'il puisse aussi présenter la manière dont il va évaluer l'élève et qui, effectivement, dans ce cadre-là, exprime le contrat qu'il va y avoir entre lui et l'élève, entre l'élève et l'institution, et qu'il explique aux familles clairement en quoi ça consiste et pourquoi il le fait de cette manière-là. Et je pense que ça pourrait très certainement éviter toutes les malentendus et les relations tendues entre l'enseignant et l'école. Monsieur, est-ce que vous partagez cette analyse ? Écoutez, oui, complètement. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter de ce qui a été dit, en tout cas je le partage.
cette question de la notation est vraiment un sujet de tension très important dans les familles. C'est vraiment le premier sujet de tension au sein de la famille et souvent avec le corps enseignant. Et c'est aussi, je pense, une des critiques, une critique que l'on peut faire, c'est que bien souvent le système de notation ne permet pas un dialogue apaisé entre les enfants et leurs parents, entre les parents et le corps enseignant. Et plutôt que de favoriser un dialogue, en fait, il vient empêcher un dialogue en quelque sorte, parce que ça crée une tension tout de suite. Et c'est vrai que ce sujet, en ce qui concerne l'appel, est un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps, puisque, pour en venir un petit peu dans le temps, en 2004, nous avions organisé un congrès sur ce thème-là, la note apprivoisée. Nous avions d'ailleurs invité M. Antibi, qui était intervenu lors de ce congrès. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui date pas d'hier, mais j'imagine que comme la plupart des participants ici, mais qui nous préoccupe beaucoup. Oui. Merci. Corinne, dans ton expérience d'enseignante en lycée, ta pratique de l'EPCC a-t-elle, selon toi, changé ta relation avec les élèves ? Alors, donc, je pratique l'EPCC, donc je fais partie de la première tranche, donc on était très peu, en 2005, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et c'est vrai que, d'abord, je tiens à dire qu'on participe, on a été invité avec justement c'est une commission qui est dirigée par Jean-Louis Auduc et c'est organisée par la PEP, à une commission relations parents-école. Et nous, on est très contents, on y est avec André et Gérard Leton, de participer à une telle commission, parce que pour nous, ça paraissait très important de soulager, de supprimer tous ces... Déjà, en 2 interventions, on a entendu tension, etc. De soulager donc et de supprimer ce poids que représente une note ou une mauvaise note, on va dire, pour des parents. Moi, je sais que je présente mon fonctionnement, donc que je mets en place le PCC aux parents dès le début de l'année, mais par l'intermédiaire des élèves. C'est des lycéens, donc j'estime que les élèves, je ne fais pas forcément, j'en fais plus en ce moment, mais je ne fais pas forcément de réunions qui présentent. En revanche, je demande aux parents d'aller directement sur le site le soir même. Je peux vous dire qu'ils y vont tous. Et ils sont très impressionnés de voir déjà tous les soutiens. Je rappelle que d'aller sur le site, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, ça peut rassurer certains enseignants pour se lancer, et surtout beaucoup de parents. Les fédérations de parents, j'insiste aussi, toutes, privées, publiques, nous ont rejointes, mais dès la première année où on a demandé des soutiens. Donc pour nous, les parents, c'est très important. Alors rassurer, quand on fait une évaluation par contrat de confiance, vous avez une situation claire et transparente. Les parents se retrouvent dans 2 rôles. Le rôle le plus nouveau, c'est tout d'un coup, ils savent, ils ont la certitude. Je rappelle que ça s'appelle évaluation par contrat de confiance. Et même si on s'est beaucoup moqué du nom, puisqu'on pense tous à quelque chose d'autre, moi j'y tiens beaucoup. Ma part à moi, c'est de ne jamais faire de contrôle. Alors, bien sûr, je fais en terminale des bacs blancs, etc. Mais tous mes contrôles sont précédés de la donnée d'une liste. Je rappellerai tout à l'heure, en début d'après-midi, ce que c'est exactement. Je donne une liste précise. Les élèves le savent. Ils auront 15 points ou 16 points qui porteront sur la liste, à l'identique des exercices corrigés. Je le redis. Donc les parents connaissent le fonctionnement dès le premier jour de la rentrée, vont sur le site pour se rassurer, et à partir des premiers jours de la rentrée, ils peuvent avoir le rôle simple de demander à leurs petits ou à leurs grands, est-ce que tu as la liste ? Montrez-moi la liste. Normalement, l'élève doit avoir pris tous ses corrigés, donc le parent, moi je vois par exemple première S. Évidemment que les parents ne peuvent pas du tout accompagner en maths, forcément, systématiquement, les élèves. Je suis professeur de maths. Mais un parent peut très bien dire, normalement, montre-moi la liste, le prof doit te l'avoir donnée, et tu dois avoir tous tes corrigés quelque part. Si vous voulez, il y a un vrai
regard du parent. Moi, je suis parent moi-même, j'ai 3 enfants, et je sais que ça, même en tant que prof de maths, j'avais une visibilité presque nulle sur ce que faisaient les collègues en maths. C'était très difficile de savoir sur quoi je pouvais les aider, etc. Alors que j'étais prof de maths. On imagine des parents. Donc, le PCC a une transparence qui est apportée pour les parents. Et puis, il y a aussi ce rôle, le deuxième rôle, qui était plus attendu et plus voulu. C'est une certaine décontraction, un repos de l'enseignant. Moi, je sais qu'une note, si vous donnez un 2 à un élève avec qui vous êtes bien pourtant, avec qui on a toujours été proche de mes élèves, ça gâche tout. Ça gâche tout. Pourquoi ? Vous pouvez dire aux petits, je dis aux petits parce qu'il y a beaucoup je suis prof en lycée, mais ça concerne tous les élèves. Vous pouvez lui dire, c'est pas grave, t'es très proche du 3, et puis t'es vraiment quelqu'un de bien, et on continue surtout. Quand je pense que j'ai toujours fait ça, c'est ce qu'André dit, mettre une mauvaise note gentiment. C'est 1000 fois pire pour un élève. Il doit se dire, mais qu'est-ce que je dois être nul pour avoir 3 ou 2 avec un prof aussi gentil. Et quand vous arrivez, quand le gosse arrive avec son 2 chez lui, vous imaginez, alors la tête des parents, si l'élève dit bon, j'ai 2, mais le prof il dit que c'est bien quand même, je suis proche du 3 et je dois tenir bon et tout. Quand je pense que j'ai fonctionné comme ça si longtemps, je suis atterrée moi-même. Donc les parents se retrouvent avec quelque chose de clair, les notes sont complètement en adéquation avec le travail fourni par l'élève. À part évidemment, il y a très peu d'élèves qui restent en difficulté, mais s'il y en a 3 par classe de 35, c'est ridicule par rapport à avant où c'est 15 sur 35, ou même 20. Donc ça change tout pour nous, ça change tout pour l'élève, ça on en reviendra et tout le monde a compris que ça remet de la confiance par rapport à l'élève. Mais puisqu'on est là dans la table ronde, vraiment relation parents-école, c'est permettre aux parents de jouer un rôle déjà, de savoir où ils ont mis les pieds dans cette classe-là toute l'année. C'est quelque chose de très simple à mettre en place, mais vous devez être très fidèle à ce que vous avez dit dès le début de l'année et respecter votre part de contrat. Leur part à eux, c'est de travailler pour les élèves et les parents, de regarder s'ils ont envie. Ils peuvent demander la liste et les corriger. Voilà. Donc ça a tout changé. Merci Corinne. On entend parfois des parents d'élèves nous faire part de leurs craintes que leurs enfants, souvent les très bons élèves, ne soient pas assez bien préparés par ces dispositifs d'évaluation par contrat de confiance. Alors, vous qui représentez 1 million de familles, selon vous, est-ce que l'évaluation par contrat de confiance est un frein à l'ambition des élèves ? Non, pas du tout. Je pense que ça fait travailler les élèves et c'est ça le plus important. Dans un climat de confiance et puis de sérénité, donc moins de stress, moins il y a de stress, en tout cas pour nous, mieux les enfants vont réussir et iront plus loin. Donc je pense qu'il y a quelque chose de sain dans cela, c'est-à-dire que on n'est pas sur le piège, on n'est pas sur quelque chose où on va malencontreusement pouvoir rater alors qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup d'investissements pour pas grand-chose. On est sur quelque chose de sûr. Et de mettre en place et de mettre en exergue que le travail, eh bien, ça paye, je trouve que c'est plutôt positif. Monsieur Jean. Oui, je pense que c'est une des objections que font pas mal de parents quand même par rapport à ce principe-là. Je crois qu'il y a une difficulté à faire comprendre aux parents que c'est pas antinomique et que on doit garder une exigence forte, une exigence par rapport aux acquisitions, par rapport à une forme d'excellence qu'on doit rechercher et que ce système-là ne va pas à l'encontre. Moi, ce qui me paraît particulièrement important, c'est cette question de confiance. Je crois que véritablement, c'est le domaine dans lequel ça permet de progresser de façon très importante. Or, on sait qu'une des difficultés de notre système éducatif, d'une façon générale, c'est qu'on arrive en fin de scolarité, on arrive en terminale avec des jeunes qui ont un niveau de confiance en eux qui est faible.
Et il est particulièrement faible quand on le compare avec d'autres jeunes venant d'autres systèmes, notamment européens, ou quand on peut le voir par l'intermédiaire des études de l'OCDE. Et cette question de confiance en soi me paraît un problème majeur. C'est-à-dire que si on peut faire en sorte que les jeunes qui arrivent en fin de scolarité aient un bon niveau de confiance en eux, je pense qu'on aura fait du bon travail. Et ce système-là, à notre avis, est un des moyens pour améliorer la confiance en soi. Et puis j'aime bien cette idée de contrat. Nous, on vient d'ailleurs de mettre au point, alors ça va mettre du temps, il va bien falloir une dizaine d'années pour que ça arrive dans tous les établissements, mais on vient de mettre en place ce qu'on appelle un contrat éducatif de confiance. Donc vous voyez, on a un peu le même problème avec le terme contrat, évidemment, mais on n'a pas trouvé d'autres termes. Non, d'ailleurs, on appelait ça charte éducative de confiance, vous voyez, pour éviter le mot contrat, mais enfin, c'est sa même idée. Pour que les parents signent, enfin les parents, les enseignants et le chef d'établissement signent au moment où les parents inscrivent leur enfant dans l'établissement, pour que chacun sache précisément à quoi il s'engage, de part et d'autre, à quoi on s'engage. Et cette notion de contrat, et ce dispositif va un peu dans cette même philosophie. Corinne. Ce que je voulais dire, c'est que il y a certains collègues qui font donc signer justement une charte aux parents, aux enfants et aux professeurs pour dire, moi le prof, je m'engage, toi l'élève, tu t'engages à suivre, à prendre tes notes et à travailler chez toi, et vous les parents, vous vous engagez à regarder, jeter un œil, etc. Et puis je voulais aussi revenir sur la confiance en eux des élèves. Vous savez que quand on est prof, c'est vrai que c'est atterrant de voir cette réponse à l'enquête PISA, où c'est les enfants français qui sont les moins heureux à l'école sur les pays de l'OCDE. C'est une enquête PISA donc d'il y a quelques années. Quand on est prof, ce n'est pas supportable. C'est tous ces enfants qui passent devant nous, savoir que sur 40 pays, c'est chez nous qui sont les moins heureux en allant à l'école. Moi, ça me semble tout à fait problématique. Et que les parents envoient leurs enfants en se disant il va revenir encore ce soir démonté, démoralisé, déprimé, mais pour moi c'était absolument insupportable. Donc là ça a changé totalement, puisqu'au contraire les élèves, en travaillant, ont des résultats tout à fait corrects. Je rappelle qu'aux examens j'ai jamais eu un seul retour inquiétant des inspecteurs ou autres, et aucun, mais jamais un retour des parents depuis 2005. Pas un seul parent, pas un seul proviseur m'a convoqué en disant Corinne, il y a un problème. Donc c'est très important que les parents, on voit bien qu'ils sont complètement, voient leurs enfants reprendre confiance. Et moi j'ai beaucoup plus de soucis avec les collègues, beaucoup plus de soucis. Je ne sais pas comment rassurer les collègues. Mais les parents, c'est vraiment quelque chose à part peut-être cette histoire de niveau. Mais je précise, pour les rassurer encore, c'est que quand on fait une liste PCC, donc ici on est beaucoup maintenant à le mettre en place, le niveau de la liste est beaucoup... alors déjà, je vais parler pour moi, je mets des exercices à des contrôles. Comme on les a corrigés en classe, vous avez bien compris, on met des exercices qu'on a corrigés. Je peux mettre des exercices d'un niveau bien supérieur à celui que je me serais permise de mettre. Autrement, les élèves, ils auraient eu 1. Vous voyez, là, c'est comme c'est tous des travaux que nous avons corrigés ensemble. Je peux mettre quelque chose au contraire beaucoup plus consistant. Donc le niveau n'est pas du tout baissé mais bon, il faut arriver à le convaincre. Puis une autre chose, mais est-ce que je suis pas trop long, Franck ? Vas-y. Très important pour moi, mais très important. Et j'insiste, ce n'est pas de la part des parents là, c'est de la part des collègues qui me disent que puisque mes notes montent, j'ai régulièrement 14 de moyenne dans des classes même de terminale, de première, etc. Imaginez. Les collègues disent qu'on leur ment, que ce n'est pas des vraies notes, que ce n'est pas un vrai niveau. Et le pire, 2 choses épouvantables qu'on me dit, c'est par exemple, arrête, ils vont se croire bons. Vous vous rendez compte quel problème que tous ces jeunes vont se croire bons. Et une autre crainte, tu ne les prépares pas à la jungle impitoyable qui les attend dehors. Vous vous rendez compte de ça ? C'est-à-dire que le fait de leur donner confiance, ça ne les prépare pas, le fait de ne pas les sélectionner à chaque contrôle, ça ne les prépare pas à l'horreur de ce qui les attend.
Donc, quand j'apporte mon témoignage après la conférence d'André, quand j'ai la chance d'être invitée et de pouvoir y aller, je réponds ça. Moi, déjà, je ne peux pas imaginer moi, j'ai élevé 3 enfants et j'ai eu beaucoup d'élèves. Hein, j'ai 60 ans, beaucoup. Et je ne peux pas imaginer déjà me lever le matin en disant que je prépare, y compris mes enfants et les enfants des autres, en leur disant que c'est la jungle impitoyable dehors. Donc déjà, ce n'est pas du tout ce que je peux avoir comme philosophie, mais pas du tout, du tout. Imaginons que dehors, ce soit donc les dragons et les tentacules et les mangroves, etc. Imaginons que je me trompe, moi. J'ai toujours une vision un peu optimiste. J'ai la prétention, un peu pour rebondir sur ce que vous disiez, que le fait de leur redonner confiance en eux et en nous, on est des adultes. Ils se méfient des adultes, les enfants. Là, on est des profs, on est des adultes. Le fait de reprendre confiance en eux, déjà, et en nous, des adultes, pas parce qu'on est leur prof, parce qu'on est des adultes, et qu'ils se rendent compte à quel point on est à leur côté. Moi, je dis toujours que j'ai un rôle de partenaire. Je pense que ces gosses-là, donc qu'ils soient petits ou grands, se redressent, se disent, dans le fond, je suis bien, je suis capable de ça, je suis capable de réussir si je travaille, j'ai des véritables capacités, même si je ne suis pas excellent en tout, je ne suis quand même pas une nouille, et j'ai des gens qui me trouvent très bien, et je trouve moi-même les gens très bien. Je pense que si jamais il y avait la jungle, on les prépare avec cette méthode et avec cette philosophie, parce que pour nous c'est une philosophie à acquérir, hein, avoir confiance à 100% pour toujours à tous les élèves, en tous les élèves. C'est quand même, il faut le faire. Donc, je pense que ces élèves-là, si vous voulez, se redressent et sont plus aguerris pour supporter, si jamais elle existait, la jungle impitoyable de la vie. Donc, moi, c'est pour moi très, très important. Merci Corinne. Alors, il est important, effectivement, tu l'as souligné tout à l'heure, que le chef d'établissement affiche clairement son soutien aux enseignants qui pratiquent le PCC. Hein. Le chef d'établissement doit avoir le courage d'affirmer haut et fort aux parents d'élèves, aux IPR, qui sont parfois méconnaissants du système, qu'il faut encourager cette pratique. Alors, avant de laisser la parole à la salle, je souhaiterais que les fédérations de parents d'élèves aient le dernier mot sur le mot confiance. On a parlé de confiance de l'élève, de confiance envers l'enseignant. Ma question, elle est, vous avez aujourd'hui énormément de retours, évidemment, de vos adhérents. Quel est l'état de l'école, du taux de confiance de l'école de vos adhérents? Ont-ils encore confiance en l'école? C'est une question assez difficile. Je vais répondre de manière assez synthétique. Est-ce que les parents d'élèves ont confiance dans l'école? Alors, je voudrais pas avoir une note trop négative, et puis je me sens quand même un petit peu obligée d'être lucide et représenter. Je pense qu'il y a un problème de confiance quand même. Donc, il y a quand même des parents qui ont confiance dans l'institution. Je pense la grande majorité. Néanmoins, il y a une part de défiance à un moment donné. Ça peut arriver. C'est pas une confiance absolue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un déficit de communication. Il y a un déficit, un manque de transparence sur l'évaluation, sur ce qu'on fait dans la classe, sur ce qui s'y passe, avec des enjeux qui, pour les parents, l'enjeu de l'école est très très important. On est dans une société où, une très grande anxiété de la part des parents, qui fait que tout ce qui se passe à l'école, tout ce qu'ils ne comprennent pas, est source d'anxiété et donc du coup de malentendus et de conflits avec l'école. Je pense que beaucoup font maintenant, à l'heure actuelle, vont vers les parents pour essayer d'informer au mieux, essayer de l'expliquer pas à pas de ce qui se passe, essayer de créer des relations dès la maternelle pour faire en sorte que l'on comprenne ce qui s'y passe et qu'on accompagne l'enfant en confiance, c'est-à-dire avec les équipes pédagogiques, et faire progresser ensemble les enfants pour qu'ils réussissent. Et c'est un petit peu, je pense, le challenge un petit peu de l'école de demain, c'est essayer de créer un vrai dialogue avec famille et de se parler facilement, de manière compréhensible, et essayer de recréer ce lien,
si tant est qu'il existait un jour, en tout cas de le créer, faire en sorte que les familles aient complètement confiance dans l'institution. Monsieur Jean. C'est une question, c'est difficile d'y répondre. Nous avons notre congrès à la fin de la semaine prochaine sur le thème « Pourquoi l'école ?» Et le fait qu'on s'interroge sur pourquoi l'école est déjà, je pense, une indication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait presque considérer que pour un certain nombre de parents, l'école n'est pas forcément une évidence, puisqu'on se pose la question. En particulier parce que quand on voit le développement de tous les outils numériques, on pourrait à la limite se dire que finalement, d'une certaine façon, on peut trouver tous les savoirs à portée de clic dans un téléphone portable. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ça amène à se poser cette question. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit dans les réflexions qu'on a pu avoir en préparation de ce congrès qu'en tout cas, il y a toujours une très forte attente par rapport à l'école. Et les parents ont bien conscience que, contrairement évidemment à ce que je disais tout à l'heure, évidemment, c'est pas les outils numériques et toute la connaissance qu'on peut avoir en quelques clics ne va pas remplacer l'école, ne va pas remplacer l'enseignant. En revanche, il voit bien que le rôle de l'enseignant et le rôle de l'école, en tout cas le rôle de l'enseignant va bouger, va évoluer, et que ça ne va pas se passer exactement de la même façon. Donc il y a à la fois une très grande attente par rapport à l'école, il y a énormément une sorte d'exigence qui est demandée par rapport à cette école, et aussi le sentiment que cette école doit évoluer. Que les réformes, alors sans rentrer dans le débat sur la réforme du collège, qui a créé beaucoup de débats, qui continue de créer beaucoup de débats, mais en tout état de cause, les parents nous disent, on a bien conscience qu'il faut que les choses bougent, qu'il y a des réformes à faire, et que notre école, que l'école doit évoluer, doit continuer d'évoluer. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Effectivement, l'école a besoin des parents, les parents ont besoin de l'école, et tout est question de communication. On aura un gros travail à ce niveau-là à faire. Alors, merci pour cet échange. On peut laisser la parole à la salle s'il y a quelques questions. Voilà. Oui, merci. Hélène Ariudaré, principale dans un collège, dans un gros collège dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Je suis engagée avec mon collègue depuis plusieurs mois maintenant dans cette lutte contre la constante macabre et surtout en faveur d'une évaluation toujours plus positive pour les élèves. Et j'ai envie de vous faire partager un témoignage de parents d'élèves qui un jour est venu me trouver après les inévitables réunions parents-professeurs. Ce moment très important et en même temps extrêmement bref dans une année scolaire où les parents défilent devant ce qu'ils ont parfois l'impression d'être un tribunal d'enseignants. Alors bien sûr, je force un petit peu le trait, mais c'était la manière dont ça avait été vécu par ce parent d'élève et par son enfant, ce qui les avait amenés à venir me rencontrer ensuite, m'expliquant que sur ce moment-là, parents et enfants s'étaient sentis jugés et avaient le sentiment que leur sort en était jeté, qu'il n'y avait plus de possibilité pour l'élève de progresser, puisque ce qui avait été dit sur les 5 minutes que dure une réunion entre un parent et un enfant sur cette soirée-là, c'était que l'enfant ait des lacunes. Alors c'était, je crois, un professeur d'anglais qui avait condamné cet élève en lui expliquant qu'il avait malheureusement des lacunes. Bien évidemment, avant, il avait regardé le bulletin trimestriel qui confirmait qu'en effet, il avait des lacunes, puisque les moyennes étaient assez catastrophiques. Le parent, et là je rejoins complètement monsieur dans le fait que les parents attendent beaucoup de l'école et forcément beaucoup des enseignants. Ils attendent l'accompagnement, ils attendent le conseil, ils sont prêts à accepter que les enfants n'aient pas le niveau attendu, mais ce qu'ils espèrent surtout, c'est qu'on aidera leur enfant à atteindre ce fameux niveau, en tout cas à être capable de progresser. Et ce jeune dans mon bureau effondré, alors vous imaginez fort bien la scène d'une maman effondrée, d'un enfant désespéré, qui explique qu'il travaille beaucoup, mais qui repart de cette soirée avec le seul jugement de « tu as des lacunes », sans forcément savoir comment il allait faire pour pouvoir combler ces fameuses lacunes. Alors le professeur a donné un conseil, il faut revoir les bases, sous-entendant d'ailleurs que c'était peut-être un petit peu déjà trop tard.
Alors, je pense que ce qui nous anime tous dans notre réflexion, mais surtout dans notre engagement et dans notre combat, puisqu'il s'agit bien de ça en tant que professionnels et aussi en tant que parents d'élèves, c'est permettre de maintenir de l'espoir et de l'ambition, surtout pour nos jeunes. Et là, les enseignants ont un énorme travail à faire et évidemment, une évaluation positive, une évaluation bienveillante, accompagnée d'une pédagogie exigeante, permettra, je l'espère en tout cas, aux enfants de garder cette ambition, de maintenir leur capacité à progresser et de maintenir une véritable confiance qui me paraît absolument essentielle entre les familles et l'école. Merci Hélène. Une dernière question parce qu'André me fait signe que... Allez, 2 questions. Madame et monsieur. Bonjour, donc je suis Catherine Ibanez, je suis inspectrice d'académie, inspecteur pédagogique régional en économie et gestion. Alors je précise à tout le monde, nous ne sommes absolument pas sciences économiques et sociales. Je précise parce que je représente en particulier la voie technologique, la filière STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, une filière qui malheureusement, depuis des années, j'ose pas dire 30 ou 40 ans, subit toujours la même dégradation au niveau de son image, que ce soit au niveau des élèves, des parents et de certains enseignants de l'enseignement général. Donc moi, c'est surtout une question par rapport aux représentants des familles, puisque moi, j'ai la chance de travailler, donc de connaître maintenant M. André Antibi depuis 2 ans. J'ai des collègues là, qui ont la gentillesse de travailler dans cette optique justement de revalorisation, de confiance des élèves. Parce que je peux vous dire que les élèves qui arrivent en première STMG et qui passent en terminale, ces élèves-là n'ont plus aucune confiance en eux. Ils arrivent en fin de seconde avec des notes, évidemment, comme vous l'avez dit, très bien dit, je pense pour la plupart qui ont des sciences, en mathématiques ou en français. J'ose pas dire les bonnes notes dans les autres matières parce qu'elles ne comptent absolument pas, évidemment. Donc on leur dit qu'ils ne sont pas capables d'aller en S, ils ne sont pas capables d'aller en ES, encore moins en L. Donc, il reste quoi? Il reste STMG. Et c'est vrai que je revendique un petit peu aux parents en particulier que c'est une autre voie de réussite. Une voie qui doit permettre à un élève de se sentir bien, d'avoir des projets professionnels, d'avoir une réussite d'études après le bac technologique, de partir en BTS, en classe prépa ou en IUT. C'est vrai que cette relation de confiance, moi je félicite les enseignants, et j'en félicite d'ailleurs ma collègue qui est là, parce que pendant une année, ils se doivent de redonner confiance à des élèves qui sont abîmés par un système éducatif qui leur dit en fait qu'ils ne sont pas capables d'eux, mais ils sont dans une voie qui va leur permettre de réussir. Donc pendant une année, on essaie de leur redonner confiance. Donc avec un système d'évaluation qui est en train d'évaluer, même chez nous en économie de gestion, parce qu'on travaille aussi beaucoup par projet. Et c'est vrai qu'on a la problématique aussi qu'on entend souvent, c'est pour ça que je pose la question à des représentants de parents d'élèves, oui mais les familles ne veulent pas, moi je ne veux pas que mon fils aille en STMG. Et c'est vrai que je pense qu'on a un grand problème de communication sur cette filière-là, qui à mon sens n'est toujours pas reconnue, même si on change les sigles. Parce que je rappelle pour certains, c'était l'ancien bac G, qui passait STT, STG, STMG. Je ne sais pas s'il va encore changer. Il faudrait peut-être lui mettre que science devant, peut-être que ça irait mieux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que les familles comprennent bien? Parce que certains élèves veulent venir, on entend, moi j'aurais bien allé. On entend aussi des profs de maths, excusez-moi pour le prof de maths, mais 16 de moyenne, mais c'est du gâchis d'aller en STMG. Donc c'est vrai qu'en tant qu'IAUPR, je peux vous dire qu'on aura beaucoup de choses à raconter, mais je pense que par rapport à notre relation avec les familles, je pense qu'il est important aussi de dire que l'évaluation, la confiance, c'est aussi permettre à un élève d'avoir une voie de réussite, même en voie technologique. Merci pour ce témoignage. Madame Marty. Oui, vous avez tout à fait raison, mais il en va de même pour les autres filières technologiques, des bacs qui font réussir les élèves et même les voies professionnelles qui sont méconnues des parents. Et on a un petit peu de difficulté à leur expliquer que ça peut être une voie de réussite, ça peut être aussi un choix de l'élève et d'aider les familles à accepter ces choix. Il y a, là, effectivement, vous pointez du doigt quelque chose d'essentiel. Ce que nous essayons de faire, nous, association de parents d'élèves, c'est d'expliquer aux familles les différentes filières, les voies de réussite, ce à quoi ça amène, quelles sont les études supérieures après. Essayer de clarifier un petit peu cette vision un petit peu des différentes possibilités dans l'éducation nationale. C'est très compliqué parce que ce que les familles entendent la plupart du temps, et pour ceux qui siègent en conseil de classe, c'est quand même toujours les mêmes choses.
C'est-à-dire que vous avez une voix dite à peu près, je dirais classique, je vais peut-être même dire et provoquer dite normale, qui est la voix générale. Et après, une fois qu'on ne peut pas suivre la voix normale, on regarde ce que l'on peut faire. Donc on n'est pas du tout dans le projet professionnel de l'élève, on n'est pas dans l'accompagnement des familles pour qu'elles réfléchissent sur une voie, on n'est pas sur... J'ai essayé d'amener l'élève à réfléchir à faire quelque chose qui va lui plaire, à ce qu'il réfléchisse. Là, on est sur, on oriente les élèves par l'échec. Donc, on n'est pas sur, j'oriente l'élève parce qu'il a choisi quelque chose, parce qu'il a réfléchi avec sa famille à une profession, à quelque chose, un domaine dans lequel il voudrait peut-être exercer une activité professionnelle. Mais c'est tout le monde qu'il faut changer la manière de voir, c'est-à-dire les enseignants, ce qu'on entend en conseil de classe, ce qu'on entend parfois dans certaines réunions d'information, c'est tout le processus qu'il faut changer pour arriver à cela. Et c'est vrai que nous, associations de parents d'élèves, nous essayons de le faire, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'on a les mêmes, je dirais, les mêmes postures qui sont pas forcément, je pense que parfois les enseignants disent en conseil de classe des choses qui sont pas forcément, je dirais, pensées, réfléchies. Ils le font automatiquement comme ça et ça laisse des traces parce que les familles l'entendent et qu'après elles se disent qu'effectivement les bacs technologiques c'est pas forcément des voies de réussite. Et il y a un vrai travail, un travail de communication, d'information pour faire en sorte de montrer que non, on réussit. Nous on le dit souvent, mais il faut convaincre les familles et il faut aussi que les enseignants et les équipes pédagogiques nous aident à cela. Merci Madame Martine. Dernière question. Bonjour, je me présente, Mohamed Chouban, professeur de mathématiques. Comme ça va? Non. En face. Ah, merci. Donc, Mohamed Chouban, professeur de mathématiques depuis 28 ans en Seine-Saint-Denis. Et aussi, j'ai milité au sein des fédérations de parents d'élèves, de fédérations. Donc je connais bien, les angoisses des parents et aussi les angoisses des élèves. Effectivement, c'est une école extrêmement anxiogène et aussi parfois qui massacre certaines personnes très créatives. Hein. Il y a eu le livre de Daniel Pénac, Chagrin d'école, qui était qualifié au collège comme un cancre, comme quelqu'un qui était... voilà. Et ensuite, il a rencontré certains professeurs qui lui ont donné confiance et est devenu l'écrivain qu'on connaît. Il y a aussi, vous avez posé une question très importante, pourquoi l'école? Ça, c'est... Ivan Illich, dans les années 70, a écrit un livre qui s'appelle « Une société sans école ». Et il a pu développer des pédagogies alternatives qui au fait, permettaient d'apprendre des langues étrangères en très peu de temps, en faisant surtout, des pédagogies, en appliquant des pédagogies coopératives. Juste une critique sur notre système, c'est-à-dire, on pense beaucoup à évaluer avant de former les élèves, avant aussi de leur donner, des perspectives et aussi de les pousser vers la créativité. L'école française n'est pas qualifiée d'une école créative. Hein. Parmi les 100, chaque année, il y a un comité en Angleterre qui élit le meilleur enseignant du monde, et dans le top 100 des professeurs qui ont été choisis l'an dernier, en 2015, sur des projets pédagogiques, il n'y a aucun Français. Donc, on a beaucoup de choses à revoir et ne pas plonger dans l'autosatisfaction. Et aussi, on doit se soucier de la réussite des élèves et de tous les élèves. Merci. On est tous là pour ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je redonne la parole à André pour conclure.